Ce que je prends souvent comme exemple, c'est la bavette. Une bavette maturée, c'est un super morceau. En revanche, la perte est telle sur ces morceaux-là, puisqu'ils sont extrêmement exposés à la dessiccation. Voilà, il reste quasiment plus rien. Si on voulait vraiment être rentable sur ces pièces-là, ce serait hyper cher. Bonjour Alexandre. Salut. Salut. Nous sommes très ravis de te recevoir dans notre émission. Ravi d'être là. C'est quoi Bidoche aujourd'hui ? Alors Bidoche, c'est une boucherie et un restaurant. Donc au niveau de la disposition du lieu, j'ai voulu quelque chose de très différent. Dans l'agencement de la boucherie, déjà, on est sur des choses assez différentes au niveau des vitrines de viande, au niveau des placements des billots, etc. Au niveau des tenues des bouchers, voilà. Donc ça, c'est assez nouveau. Et puis le fait de pouvoir manger sur place. Donc c'est un petit peu comme un speakeasy, c'est-à-dire ces restaurants cachés de la prohibition qu'on peut trouver aux États-Unis. Voilà, vous passez derrière la boucherie et puis vous pouvez manger sur place. Voilà, exactement. Surprise, derrière, il y a un resto et vous choisissez directement la viande à la boucherie et on vous la cuisine sur place. Excellent. Voilà. Donc ça, c'est très novateur. Après, au niveau du travail de la viande, alors, on est très traditionnel. On fait la découpe à la française, on travaille toutes les espèces. Voilà, on propose de la viande de manière nouvelle, mais travaillée de manière traditionnelle. D'accord. Et avec quel type de partenaire tu travailles aujourd'hui ? Comment tu les choisis ? Alors, il y a beaucoup de feeling. Enfin, moi, je choisis d'abord des éleveurs avec qui j'ai envie de travailler. Voilà, on partage une vision sur comment on doit proposer la viande au client, au consommateur final. C'est ça le leitmotiv. C'est qu'est-ce qu'on veut leur apporter. Donc, comment on travaille ? On pousse pas les bêtes. Elles sont dehors, élevées en plein air. Elles consomment de l'herbe, du foin. Voilà, elles sont pas. On va pas les pousser avec des compléments ou des choses comme ça. Et une fois que on est ok, on se dit ok, comment on travaille après ? Donc moi, je rémunère l'éleveur, je rémunère l'abattoir, je rémunère le transporteur. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir contrôler tous les maillons de cette filière-là pour être sûr que quand je propose une viande au consommateur, je sais exactement comment tout s'est déroulé. Voilà, je vais visiter les abattoirs avec qui je travaille. Donc voilà, c'est vraiment des partenariats qu'on va lier avec tous ces acteurs-là pour s'assurer qu'en fait, on va tous dans la même direction et que quand on propose quelque chose au client, on est OK avec. D'accord. Pour revenir un peu au bœuf, ouais. J'ai cru comprendre que tu avais une affection particulière pour la maturation. Ouais. Peux-tu nous expliquer déjà ce que c'est, comment tu la prévois et comment tu la travailles au sein de la boucherie ? En fait, j'ai un intérêt pour la maturation parce que c'est encore une manière différente de travailler. Voilà, il y a un côté très technique que j'aime beaucoup dans la maturation et il y a une clientèle qui est très demandeuse. Donc voilà, ça veut pas dire qu'on va tout faire maturer pendant 4 mois, mais on essaye de travailler avec ce phénomène d'affinage ou de maturation. Voilà, les mots sont un peu similaires. En gros, qu'est-ce qu'on fait ? On va se dire après la mort de l'animal, on va essayer de conserver un petit peu plus longtemps la carcasse pour affiner les goûts et les textures en fait de cette viande. Il y a 2 effets dans la maturation. Le premier, c'est on va attendrir la viande. Donc ça, c'est le premier effet en fait de la maturation. On va venir donc déstructurer la fibre musculaire. Alors pas nous, mais disons, naturellement l'évolution des enzymes, etc. va venir déstructurer cette fibre musculaire et on va attendrir la viande. Ça, c'est le premier effet de la maturation ou de l'affinage. Le deuxième effet, c'est on va faire perdre de l'eau à cette viande. En fait, elle va sécher. C'est ça le terme. Elle va sécher et en séchant, en fait, on va concentrer tous ces facteurs de goût dans une masse musculaire plus réduite. Voilà, donc on va concentrer les saveurs. Et si on pousse même encore plus la maturation, on va voir apparaître une nouvelle saveur avec ce petit goût, voilà, un petit peu de noisette, etc. Ça, c'est quand on va encore aller plus loin dans la maturation. Donc en fait, c'est très important parce que effectivement, il y a une amélioration de la qualité du produit qu'on va proposer au client. Mais il y a l'affinage de la viande pour améliorer la texture, pour renforcer le goût, et puis il y a la maturation pour changer le goût de la viande. Et là, proposer un autre produit. Donc ça, c'est 2 choses différentes. Mais effectivement, nous, c'est la réflexion qu'on va avoir systématiquement sur le carcasse de nos bovins. C'est, OK, qu'est-ce qu'on va
faire attendre, qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qu'on va affiner, voilà, en sachant qu'on a un minimum d'1 mois sur nos carcasses, quoi. C'est comme ça qu'on... C'est incompressible. Exactement. Alors, c'est pas incompressible parce qu'encore une fois, c'est du vivant, donc il y a des morceaux qui vont être prêts très rapidement, parce que la qualité de la bête est comme ça, etc. Mais on va avoir cette réflexion de se dire, on sait qu'aux alentours de 30 jours, on va déjà avoir un produit de base, entre guillemets, parce que ça reste quand même de la très bonne viande, mais produit de base qui, pour nous, est prêt à être vendu à notre client. D'accord. Et quelle est la durée moyenne ou optimale pour vous en termes de maturation? Ça va vraiment dépendre du morceau. Hein. Ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a deux choses. Si je veux changer le goût, il va falloir attendre au-delà des 50 jours, voire 60-70 jours, pour qu'il y ait vraiment un changement gustatif qui s'opère. Si le but, c'est d'attendrir un morceau, au-delà de 50 jours, ça ne sera pas plus tendre. Voilà, l'optimum de tendreté, lui, il est atteint au 50e jour à peu près. Donc voilà, donc c'est vraiment cette barrière-là qui fait qu'est-ce que je veux faire de mon produit. Et puis après, il y a quelque chose qui est important, il y a énormément de perte de matière avec la maturation. Plus on attend, plus on va devoir parer, donc c'est-à-dire effectivement enlever cette croûte entre guillemets externe qui est venue se créer avec le fait qu'on ait séché la viande. Et plus on attend, plus en fait cette perte-là est importante. Ce parage, ce qu'on appelle le parage, cette opération consiste justement à séparer ces morceaux impropres à la consommation de la viande. Ce parage-là sera beaucoup plus important si on attend plus longtemps. Donc ça veut dire, et c'est là où c'est important aussi de le noter, c'est que ça veut dire que plus il y a de parage, plus ça va coûter cher, en fait, la viande qui reste pour le consommateur final. Donc, il y a des morceaux pour lesquels, ça va être compliqué. Tous les morceaux qui vont partir en steak haché, par exemple, ça n'a aucun intérêt de les faire maturer. Parce qu'en fait, ils vont rester en steak haché. Voilà, ils ne seront jamais suffisamment tendres pour être grillés et pour pouvoir développer cette saveur. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. On peut se dire, OK, on voudrait un steak haché un peu plus gourmand, etc. Mais c'est cet équilibre-là qui fait qu'en fait, on a une réflexion permanente sur comment on va travailler la viande. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Comme ce que je prends souvent comme exemple, c'est la bavette. Une bavette maturée, c'est un super morceau. En revanche, la perte est telle sur ces morceaux-là, puisqu'ils sont extrêmement exposés à la dessiccation. Voilà, il reste quasiment plus rien. Si on voulait vraiment être rentable sur ces pièces-là, ce serait hyper cher. Voilà, donc la réflexion de dire, OK, il y a un gain gustatif qu'on peut atteindre, mais en revanche, le prix à payer pour pouvoir consommer le produit est très élevé. C'est la quête de cet équilibre Exactement. qui permet de juger. C'est ça, c'est OK, j'ai un consommateur qui est friand de ce genre de pièces, je vais pouvoir en proposer, mais néanmoins, il faut que ce soit acceptable en termes de prix et qu'on puisse nous garantir une rentabilité pour que derrière, on puisse aussi rémunérer les éleveurs avec qui on travaille en se disant, c'est cet équilibre-là qui est important, quoi. On me dit que tu avais ramené un petit colis en arrivant. Ouais, je suis venu avec une belle surprise. Une petite pièce à griller, et c'est un paleron. Alors explique-nous tout. Voilà, le paleron, c'est un morceau de l'épaule. C'est un morceau qui est très réputé pour le bourguignon, notamment le pot-au-feu. C'est une cuisson longue. C'est un morceau qui est un petit peu gélatineux, un peu gras. Voilà, donc en fait, pour transformer cette gélatine et que ce soit moelleux, on va cuire ça longtemps. Et en fait, voilà, et c'est cohérent avec ce que je disais juste avant, c'est pourquoi je l'ai amené à griller, c'est qu'en fait il y a des pièces qu'il faut réapprendre à manger en dehors d'une cuisson longue que les gens ne font plus trop, quoi. Voilà. Oui, alors cette année les gens ont beaucoup mangé de bourguignon et de pot-au-feu, c'est vrai, quand il a fait froid cet hiver, parce qu'en fait ils avaient le temps de cuisiner, c'était chez eux. Donc voilà, ces plats-là, ils ont été... Mais le paleron, c'est aussi une pièce qu'on peut griller. Alors j'aurais pu amener de la basse-côte, parce que c'est aussi le cas. Typiquement, la basse-côte, c'est un morceau qu'on va faire maturer longtemps, puisque c'est un morceau qui va avoir beaucoup de bénéfices à être gardé un peu plus longtemps au frigo et qui va être très bon à griller, alors que normalement, c'est un morceau qu'on va plutôt faire, pareil, en bourguignon. Donc on le prépare un peu différemment, ce paleron-là. On vient enlever ce nerf un petit peu épais au milieu.